Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Claire Charles, chargée du développement et de l'animation du Carnomer à la direction de l'innovation à l'Ifremer, donc basée à Brest. Donc merci à tous et à toutes de nous rejoindre pour ce premier webinaire Carnomer de l'année. Alors pour commencer, je vais vous faire quelques petits rappels techniques concernant la session d'aujourd'hui. Si, rappel technique, si on peut changer la slide. Merci. Hop. Alors, vos caméras et vos micros vont être coupés pendant l'ensemble de ce webinaire. Donc, vous n'aurez pas accès à tous ces paramétrages. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le bouton questions-réponses qui est en bas de votre écran, normalement, plutôt sur la droite, il me semble. On se gardera un temps d'échange à la fin pour pouvoir poser l'ensemble des questions que nous avons récupérées. Enfin, ce webinaire est donc enregistré et il sera diffusé en replay sur notre page YouTube d'ici demain ou dans quelques jours, vous recevrez un lien. Ensuite, je vais vous présenter le format. Donc, nous allons commencer par une petite introduction. Nos intervenants présenteront leur sujet durant une vingtaine, 25 de minutes. Et comme je vous le disais, nous garderons une session de questions-réponses avant de conclure. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, nous allons accueillir deux intervenants pour nous parler d'une collaboration entre EDF et l'Ifremer dans le cadre du programme de recherche Thermie Hydrobiologie. Nous accueillons donc Anthony Maire, ingénieur-chercheur à EDF, et Mathieu Chevalier, chercheur au sein de l'unité labellisée Carnomer, donc l'unité d'INECO. Donc, pour rappel, avant de commencer, le dispositif Carnomer est donc un dispositif national. Si on peut changer la slide. Donc, le Carnomer est un dispositif national, merci, visant à favoriser et à structurer en fait la recherche partenariale entre les laboratoires publics et les acteurs socio-économiques pour le développement de l'innovation. Le Carnomer est l'un des 39 carnot en France, en fait, et c'est le seul carnot qui est en fait thématique. Nous nous occupons essentiellement des thématiques maritimes et nous sommes spécialisés pour le développement de solutions par et pour l'océan. Le Carnomer est porté par l'École centrale Nantes et l'Ifremer et il s'articule autour de 9 unités de recherche. Aujourd'hui, donc, nous accueillons l'unité de recherche d'INECO pour Dynamique des écosystèmes côtiers. Mathieu et Anthony, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je m'excuse par avance, je suis un peu enrhumé, j'espère que ça va bien se passer. Du coup, est-ce que j'ai bien la main? Oui, hop, pardon. Donc, nous sommes là avec Mathieu pour vous parler donc de ce programme de recherche que nous menons ensemble, le partenariat Loterie. Donc, je vous présenterai rapidement pour commencer le contexte de recherche qu'on mène sur cette thématique thermie-hydrobiologie sur laquelle je reviendrai à EDF. Je vous parlerai aussi de l'approche partenariale et de la co-construction du programme de recherche qu'on a monté sur la période 2023-2027. Et ensuite, Mathieu vous présentera les premiers résultats du partenariat Loterie. Alors d'abord une première slide sur la recherche en écologie, en environnement, sciences environnementales à la R&D d'EDF, donc dont les objectifs sont d'évaluer et de réduire l'incidence environnementale de la production d'électricité en France. Donc on est une vingtaine, 25 chercheurs et techniciens basés notamment au Laboratoire national d'hydraulique et environnement à Chatou dans les Yvelines en région parisienne, et on s'intéresse à tout type de moyens de production d'électricité. Donc ça passe de l'hydroélectricité aux centrales thermiques et nucléaires, à l'éolien en mer, à l'éolien sur terre, et aussi une thématique autour de la gestion du foncier EDF qui est très important à l'échelle de la France et des territoires d'outre-mer. Et là aujourd'hui, moi, enfin, la thématique qui nous intéresse est en lien avec les rejets thermiques qu'on voit ici à droite. Alors, est-ce que j'arrive à passer? Toujours pas. Est-ce que tu peux passer, Mathieu, s'il te plaît? Ok. Alors, quelques exemples. Donc, les centrales nucléaires, notamment, prélèvent de l'eau dans une masse d'eau, souvent un fleuve ou directement la mer ou l'océan.
et les rejette ensuite, après l'avoir utilisé pour refroidir un circuit qui permet de produire l'électricité en transformant l'eau en vapeur et en la passant dans les turbines, la rejette échauffée dans le milieu. Et donc, il y a tout un programme qui est mis en place pour surveiller l'incidence sur l'environnement de ces rejets thermiques. Et donc, ça, c'est le rôle principal de la surveillance environnementale et donc qui est mis en place au niveau de chaque centrale, là, par exemple des centrales nucléaires, qu'elles soient en bord de mer, comme on voit à droite, avec des stations qui sont localisées à l'amont de la centrale et d'autres à l'aval, où on a fait en sorte que les habitats soient similaires, avec le seul différence étant la présence et l'activité de la centrale et ses rejets. Et donc, de manière annuelle, sont suivis différents paramètres physico-chimiques et des compartiments biologiques. Donc, à la fois au niveau de stations qui sont influencées et non influencées par les activités de la centrale. Donc, on voit à gauche un autre exemple au niveau de la centrale de Gravelines, dans le Nord-Pas-de-Calais, à la limite mer du Nord et de la Manche, sur lesquels Mathieu reviendra un peu après. Ce sont ce type de suivi qui ont été utilisés dans le projet Loterie. Donc, les partenaires qui sont donc Ifremer, INRAE, ou aussi des prestataires bureaux d'études sont en charge de ces suivis et chaque année rendent un rapport euh, qui compare les échantillonnages et les résultats qui ont été obtenus à ces différentes stations influencées et non influencées. C'est ça qui fait foi de surveillance de l'impact de la centrale sur l'environnement. Donc tout ce qui dépasse ces questions à l'échelle annuelle, nous on les traite en recherche dans cette thématique qui s'appelle thermie-hydrobiologie, donc qui concerne l'incidence environnementale de rejet thermique des centrales nucléaires de production d'électricité dans un contexte de changement climatique. Donc vous venez de comprendre pourquoi on a simplifié ça en thermie-hydrobiologie. Et ce sont toutes des recherches qui vont dépasser cette échelle annuelle, notamment essayer de comprendre l'évolution des milieux au voisinage des centrales, s'intéresser à des échelles plus fines aussi, au niveau individuel notamment, ou des compartiments qui ne sont pas suivis dans le cadre de la surveillance. Et donc, on a un long historique d'études sur cette thématique à EDF et très globalement menée en partenariat avec le monde académique. Donc, ces études, elles datent du début des années, enfin, de la fin des années 90, de 70, pardon, avec le début du programme nucléaire civil. Et ces questions sont vraiment revenues sur le devant de la scène suite à la canicule européenne de 2003, où à la fois l'État et les producteurs d'électricité ont été un peu pris de court par la violence du phénomène. S'en est suivi une demande explicite du ministère de l'écologie de l'époque et de l'autorité de sûreté nucléaire, donc qui est le gendarme au temps du nucléaire au niveau autorité, de développer les connaissances sur ces questions de l'incidence environnementale des rejets thermiques, notamment en période de situation exceptionnelle type des canicules. Donc après quelques études entre 2004 et 2008, se sont structurées ces études à travers des programmes de recherche, donc menés quasi exclusivement en partenariat avec le monde académique. Il y a eu trois cycles pour l'instant, 2008, 2012, 2016, 2020, et on est actuellement dans le cycle 2023-2027. Donc ces programmes sont pilotés par EDF et les études qui sont à l'intérieur sont financées par EDF. Alors, les objectifs de ces études sont de caractériser de manière quantitative les effets de modification de température de l'eau sur les organismes et écosystèmes fluviaux. Ça, c'est l'aspect historique et de plus en plus, et notamment dans le cadre de ce nouveau programme 2023-2027, les écosystèmes d'intérêt ont été étendus au milieu estuarien et côtier, marin. Un des objectifs est d'évaluer la contribution respective du dérèglement climatique et des rejets thermiques sur les modifications biologiques observées. Et ces études ont finalement vocation à alimenter scientifiquement, de manière objective, les réflexions, c'est-à-dire les discussions qu'il peut y avoir entre le EDF, les parties prenantes et les autorités et l'État en cas de situation climatique exceptionnelle en particulier. Et c'est là où c'est vraiment, pour EDF, primordial que ces études soient menées dans un cadre partenarial, comme c'est le cas de l'étude dont on va vous parler juste après, afin que les résultats soient partagés, les études transparentes, les méthodes transparentes, et afin d'avoir cet aspect vraiment objectif sur les réflexions qui peuvent avoir lieu. Et enfin, une dernière approche sur laquelle je ne vais pas trop revenir, mais on explore aussi des stratégies d'atténuation et d'adaptation aux effets du dérèglement climatique, par exemple en revégétalisant le bord des cours d'eau afin d'augmenter l'ombrage et de réduire le réchauffement de ces écosystèmes. Donc, je rapidement présenter comment s'est construit le programme 2023-2027, qui a eu la particularité de partir sur une co-construction dès le début, dès la réflexion sur les questions de recherche qu'on a commencé depuis.
Donc en 2022 et en 2023, j'ai organisé 6 tables rondes thématiques. Bon, on sortait du Covid, donc c'était tout en visio, mais voilà, afin de réunir des partenaires scientifiques potentiels en passant par, de manière haut vers le bas, un certain nombre d'organismes identifiés comme référents sur tout un tas de questions qu'on se posait. Vous en voyez quelques-uns ici. Et dans ces réunions, enfin dans ces tables rondes, l'objectif c'était de présenter les enjeux pour EDF, à la fois nous côté recherche R&D, mais aussi les experts EDF des différents métiers, notamment du nucléaire. Ensuite, les partenaires ont eu aussi des possibilités de présenter eux leur stratégie de recherche, des projets qu'ils avaient fait par le passé, qui étaient en cours, qu'ils souhaitaient faire. Et l'idée était ensuite de construire ensemble, à l'interface, cette zone en violet qu'on voit ici, un programme de recherche qui satisfasse à la fois les enjeux EDF et les intérêts des différents instituts de recherche. Ça a réuni plus de 70 participants, majoritairement des chercheurs, mais aussi des gestionnaires et donc des experts côté EDF. Et on a recueilli un peu plus d'une dizaine d'études et qui ont abouti à la construction de 6 projets de recherche qui ont été financés par EDF sur la période 2023-2027. Alors, ça peut bien passer. Pas incroyable quand même. Est-ce que tu peux passer, Mathieu, s'il te plaît? Merci. Du coup, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais là, vous voyez ces 6 projets. Donc, il y en a 3 qui concernent l'écosystème des grandes rivières et 3 sur le milieu marin et estuarien. Donc, 2 sur vraiment le milieu marin, un sur le milieu estuarien, avec des partenariats, donc avec des partenaires phares, Ifremer et INRAE notamment, et un certain nombre d'universités. Je veux bien que tu passes. Et du coup, un des enjeux était aussi de faire en sorte que ces différents projets qu'on a lancés en 2023-2024 couvrent des niveaux d'organisation biologique différents. Donc, vous voyez, il y en a certaines qui vont des individus, notamment l'autre projet, dont on va pas parler aujourd'hui, mais qui est aussi un projet en partenariat entre EDF et Ifremer sur le milieu marin, le projet Stress, donc qui est mené avec la station expérimentale Ifremer à Palavas, à côté de Montpellier, où on s'intéresse aux capacités d'adaptation du bar, donc une espèce emblématique de nos milieux côtiers et à fort enjeu à la fois halieutique et patrimonial, des capacités d'adaptation au réchauffement des eaux au niveau vraiment physiologique et génétique. Et donc voilà, donc ça va de l'échelle individuelle, donc de l'éco-physiologie thermique, jusqu'à des échelles écosystèmes, avec par exemple le projet Estime où on s'intéresse au réseau trophique des estuaires, notamment de l'estuaire de la Gironde dans son intégralité. Voilà, donc pour finir, dernière slide. J'arrive toujours pas à passer, s'il te plaît, Mathieu. Voilà. Alors, donc on a commencé les différents projets ont commencé en 2023, 2024. Le premier étant le projet loterie que va vous présenter tout de suite Mathieu. À venir, donc il y a un séminaire de partage qu'on est en train d'organiser, qui aura lieu à Chatou en juin 2025, où sera l'occasion pour les différents porteurs, doctorants, doctorantes des différents projets, et aussi un certain nombre d'experts EDF, d'échanger, de commencer à partager des résultats, et j'espère développer des synergies entre les différents projets. Ensuite, on se dirigera petit à petit vers la fin du programme de recherche avec la soutenance des 6 thèses engagées. Donc la première, celle de Lucas en printemps 2026, après 4 à l'automne 2026 et une dernière à l'automne 2027. S'en suivra une écriture d'une synthèse du programme de recherche thermique hydrobiologie 2023-2027 qui est assez attendue, on va dire. C'est une pièce importante et qui est requise par les autorités en lien donc avec le maintien des activités des différentes centrales. Donc, ce sera à destination des autorités, mais aussi des scientifiques avec des synthèses coécrites sur ces différents projets. Et enfin, c'est aussi un autre engagement qui a été pris, comme ici on voit sur la photo en 2022, une journée de restitution publique des résultats, ça s'appelle le colloque thermique hydrobiologie, qui aura lieu vraisemblablement en 2028. Voilà, je te passe la main, Mathieu, pour reparler un peu plus du projet Loterie. Très bien, merci Anthony, merci tout le monde pour l'invitation, etc. Moi je m'excuse, je suis pas enrhumé, mais en revanche ma caméra marche plus, ça marchait bien au début, ça marche plus, bref. Donc le projet Loterie, donc du coup ça a commencé avec la thèse de Lucas il y a 2 ans, et Lucas est parmi nous d'ailleurs, donc je tiens à dire que tout ce que je vais présenter c'est les travaux de Lucas, donc voilà. Et du coup ce projet...
Il vise à utiliser en fait, toutes les données qui ont été collectées dans le cadre de la surveillance des centrales nucléaires côtières et à utiliser ces données pour essayer de mieux caractériser les changements qui se passent dans les communautés côtières et à comprendre quels sont les patrons, enfin, quels sont les facteurs qui sont impliqués dans ces changements, et notamment le changement climatique. Donc, du coup, voilà, Lucas, c'est celui qui travaille vraiment sur ce projet de loterie, et moi et Stanislas, on est les encadrants de cette thèse. Du coup, je vais faire un bref rappel du contexte, même si, enfin, parce que je ne sais pas à quel point les participants sont familiers de ce contexte-là, quoi. Mais en gros, on a beaucoup de pressions anthropiques qui agissent sur les écosystèmes, et ça, c'est particulièrement vrai sur les écosystèmes côtiers, où on a des grosses densités de population qui sont concentrées sur les côtes. Et du coup, il y a pas mal d'études qui ont montré, enfin, qui ont essayé de quantifier déjà ces différentes pressions qui agissent sur les écosystèmes, mais on ne sait pas trop quelle est la réponse de la biodiversité sur ces différentes pressions. Et ça, c'est particulièrement vrai pour le changement climatique, parce que le changement climatique, pour pouvoir essayer de mettre en évidence les effets qu'il peut avoir sur les communautés, ben, on a besoin de suivi long terme, parce que c'est une pression qui agit sur le long terme. Bon, il y a, notamment au milieu terrestre, il y a plusieurs types de réponses de la biodiversité qui ont été mises en évidence. Il y a notamment des changements dans la distribution des espèces, avec des espèces qui vont migrer vers des latitudes ou des altitudes plus élevées pour suivre en fait les températures qui leur conviennent et éviter d'être soumis à des stress trop forts sur les températures chaudes. On a des changements phénologiques, du coup, c'est des changements dans les événements saisonniers, comme par exemple la reproduction, où on va avoir des décalages de la reproduction, et ça, c'est problématique parce que ça peut induire des décalages entre la reproduction et la présence de prédateurs, et donc c'est un problème aussi pour plein d'espèces. On a à l'échelle des communautés des phénomènes d'homogénéisation biotique, pardon, où en fait on a des communautés qui vont devenir de plus en plus homogènes, et du coup ça va induire des changements sur le fonctionnement des écosystèmes. On a aussi à l'échelle des populations et des espèces de forts déclins d'abondance qui ont été documentés, où il y a un rapport récent de la WWF qui a montré que 65% des populations de vertébrés étaient fortement en déclin. Et donc voilà, donc toutes ces études, elles nous apprennent que la biodiversité répond à ces différentes pressions, mais on a encore quelques manques, et notamment on a pas mal d'incertitudes sur les changements qui sont observés, où on voit que en fonction des bases de données qu'on utilise, en fonction de la longueur des séries temporelles, ben, on n'arrive pas forcément aux mêmes conclusions. Et du coup, on a du mal à avoir de la robustesse sur les changements qu'on va quantifier et sur les facteurs qui sont impliqués dans ces changements, ce qui est un problème pour les gestionnaires notamment. On a aussi certains taxons et écosystèmes qui sont peu étudiés. Donc, par exemple, les insectes, on a vraiment très peu d'études qui s'intéressent à la réponse des insectes enfin, au changement au changement sur, ouais, sur les populations et les espèces d'insectes. Et aussi, c'est très vrai sur les écosystèmes côtiers, où on a peu d'études sur ces écosystèmes-là. On a aussi la plupart des études en fait à l'échelle des communautés, notamment qui sont limitées spatialement et temporellement. On a souvent des études en fait qui regardent soit des changements spatiaux de communautés, mais avec une fenêtre temporelle très limitée, c'est souvent une année. Ou à l'inverse, on a des études qui s'intéressent à quelques communautés, genre deux ou trois, à travers le temps, mais voilà, on a une couverture spatiale qui est limitée. Également, la plupart des études s'intéressent à certains groupes taxonomiques, alors qu'on sait qu'on a tous ces groupes qui interagissent les uns avec les autres, mais en général, on s'intéresse à un compartiment, par exemple les poissons ou les invertébrés. Donc voilà, donc pour comprendre toutes ces réponses, pour combler les manques qui existent, ben on a besoin de données qui sont à la fois long terme, prennent en compte plusieurs espèces, plusieurs compartiments et qui considèrent plusieurs sites. Et donc, dans ce contexte-là, c'est là qu'est né le projet de loterie, où la problématique générale, c'est de savoir dans quelle mesure les communautés côtières, dans ce cas-là de la Manche, ont changé au cours des 40 dernières années. Quels sont les facteurs qui sont responsables de ces changements et quelles sont les implications pour le fonctionnement des écosystèmes côtiers?
Donc ce projet, il est décliné en quatre axes de recherche. Je vais surtout vous parler du premier axe, mais qui vise à caractériser les changements de biodiversité et à identifier les facteurs associés. Lucas a commencé à travailler sur le deuxième axe aussi, qui est de comprendre l'influence relative des facteurs biotiques. Donc, du coup, biotique, c'est tout ce qui va être les composantes de la biodiversité, les liens qui vont exister entre les différents compartiments. Et les facteurs abiotiques, c'est toutes les variables exogènes, type température, salinité. Et donc, comment ces différents facteurs jouent sur les changements qu'on observe. L'axe 3, ça va être de viser de comprendre les variations spatiales de biodiversité dans le temps, d'essayer de voir par exemple si on a des patrons d'homogénéisation ou de différenciation biotique qui changent au cours du temps. Et le dernier axe, ça va être de s'intéresser particulièrement au couplage entre le benthos et le pélagos. Donc le benthos, ça va être ce qui vit sur le fond des écosystèmes marins, et le pélagos, c'est ce qui va vivre dans la colonne d'eau, et de voir comment ce couplage, enfin l'importance de ce couplage dans le fonctionnement de l'écosystème. Et donc pour ce projet, et c'est là qu'est né le partenariat avec EDF, c'est d'utiliser les suivis IGA. Donc les suivis IGA, c'est les impacts des grands aménagements, donc c'est les centrales nucléaires, où du coup dans un cadre réglementaire, il y a eu une surveillance qui a été mise en place pour voir quel est l'impact des centrales nucléaires sur les communautés côtières. Et du coup, ces données, bah, elles sont particulièrement intéressantes parce que, elles sont longues, elles font 40 ans, elles couvrent différents compartiments, et elles ont des stations de référence qui, a priori, ne sont pas sous l'influence de la centrale nucléaire, et qui, du coup, permettent ces stations de référence de regarder bah, en particulier l'impact du changement climatique ou de changements qui peuvent agir à plus large échelle. Et donc, ces suivis IGA, ils concernent quatre centrales nucléaires sur la Manche: Gravelines, Penly, Paluel et Flamanville. Et on a des données d'abondance et de biomasse et de paramètres physico-chimiques pour plusieurs taxa, plusieurs compartiments, et donc bah, quatre sites dans ce cas-là. Et on a des données à la fois sur le phytoplancton, sur le zooplancton et sur la macrofaune benthique. Et donc, on a des couvertures temporelles qui sont un peu différentes en fonction des compartiments et des stations. Et du coup, ce que je vais vous présenter là, c'est sur la période 2001-2022, euh, où en fait, c'est la période qui regroupe les données sur tous les compartiments. Donc voilà globalement à quoi ressemblent les données. Ce sont des séries temporelles collectées sur les quatre sites. Et ce qu'on peut voir ici, bah, c'est globalement, sur la première ligne, vous avez les abondances, sur la deuxième ligne, la richesse en nombre d'espèces. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des fortes variations au cours du temps, quels que soient les compartiments, le phytoplancton, le zooplancton et la macrofaune benthique. Et ce qu'on essaye d'expliquer, enfin, ce qu'on va essayer ici, c'est de caractériser ces changements-là, et de voir quels sont les facteurs impliqués dans toutes ces variations qu'on observe. Et donc, dans un premier temps, on a effectué des tests de tendance sur les abondances de divers taxons. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on a des réponses qui sont très hétérogènes, quel que soit le compartiment qu'on considère. Donc, on a le phytoplancton, le zooplancton, le benthos pour le sable fin et le benthos pour le sable grossier. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une majorité d'espèces qui présentent des tendances à une augmentation d'abondance, et une minorité qui présente une décroissance, avec certains taxons qui ne présentent pas de patron particulier. Et en fait, ces tendances, bah, elles se traduisent par des changements graduels dans la composition des communautés. Donc ici, c'est donc une analyse séparée pour les enfin, pour les trois compartiments, là, où chaque point, c'est un échantillonnage qui représente une communauté, et les différentes couleurs montrent des classes de temps. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a, bah, par exemple, pour le phytoplancton, ici, un changement graduel entre des communautés qui vont être positionnées ici, vers un changement complet de la communauté, qui va présenter des espèces complètement différentes à la fin de la série temporelle. Et c'est un patron qui se retrouve quels que soient les compartiments. Euh, voilà, donc on a montré des changements dans la composition des communautés, et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a donc ces changements, ils induisent des changements dans les groupes fonctionnels des espèces, c'est-à-dire des espèces qui vont avoir enfin, une fonction différente dans l'écosystème.
Donc ici, c'est une analyse qui synthétise la dynamique des différents compartiments biotiques. Et en bas, le bar plot, c'est une analyse qui montre la contribution de ces groupes à la dynamique qu'on observe. Donc, par exemple, si on prend le zooplancton, on a une tendance vers le déclin. Et cette tendance vers le déclin, ça nous montre que c'est principalement dû à un déclin dans l'abondance des copépodes ou des branchiopodes. Et en fait, cette analyse, elle nous indique qu'on a un changement des communautés zooplanctoniques entre l'holoplancton et le méroplancton. Si on prend maintenant le benthos sur le sable grossier, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une augmentation globale de l'abondance des espèces de benthos, mais que cette augmentation, elle est principalement, enfin, elle est due à plein de groupes fonctionnels, donc par exemple comme les déposivores, et très peu due à des changements sur les suspensivores. Donc ça veut dire qu'on a une communauté qui va être de plus en plus dominée par des déposivores et de moins en moins par des suspensivores. Donc ces changements, ils vont traduire un changement dans le fonctionnement des écosystèmes. Donc ensuite, on s'est intéressé à, OK, on a ces changements qu'on a observés, et maintenant, bah, quels sont les facteurs qui expliquent ces changements? Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a des changements, enfin, des facteurs qui sont différents en fonction des compartiments qu'on considère. Par exemple, on n'a pas réussi pour le phytoplancton à mettre en évidence l'effet d'un facteur en particulier. Enfin, ça ici, pardon, c'est les facteurs abiotiques qu'on a considérés. Alors que par contre, pour le zooplancton, on a montré qu'on a une forte influence de l'oxygène, des régimes climatiques qui se passent au niveau de l'oscillation nord-atlantique. Et on a voilà, des facteurs qui vont avoir une influence différente en fonction de ces compartiments. Et ce qu'on a montré aussi, et ça c'est super intéressant, c'est qu'on a des liens en fait entre les différents compartiments. C'est-à-dire que, par exemple, pour le phytoplancton, on n'a pas réussi à mettre en évidence l'influence de variables abiotiques. Par contre, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on a une forte influence du zooplancton, et ça pourrait indiquer qu'on a un couplage en fait enfin qu'on a vraiment des liens entre le zooplancton et le phytoplancton. Et ce lien se retrouve d'ailleurs sur l'analyse sur le zooplancton. Voilà, Claire, je ne sais pas si je dois continuer parce que c'est peut-être le moment là où je shift les diapos là qui restent parce que je ne sais pas si ça va être long, assez long, enfin trop long ou pas. Ouais, Mathieu, tu peux continuer un petit peu, t'inquiète pas, midi 5. Ok, ça marche. Donc voilà, donc ça c'était enfin c'est les conclusions de notre premier axe où en fait ce qu'on montre c'est que bah voilà, on a une dynamique qui est très importante sur les différents compartiments, qu'on a des changements en termes de composition de communauté, mais également sur l'abondance de certains groupes fonctionnels. On a réussi à mettre en évidence l'influence de divers facteurs et on a aussi des liens entre les compartiments qui traduisent bien le fait qu'on a euh, bah, des interactions biotiques qui drivent également les changements qu'on observe. Et donc ensuite, on s'est intéressé à certains taxons clés pour essayer de enfin, de faire un focus sur l'influence relative des facteurs biotiques et abiotiques sur ces taxons qui sont indicateurs, enfin qui ont été enfin, qui ont été surveillés parce qu'ils sont indicateurs, c'est des indicateurs importants du changement, enfin, des changements de biodiversité sur les écosystèmes côtiers. Et donc, bah, ici, ce qu'on a pu montrer sur les fucales, sur les idotés, sur différentes espèces de cirripèdes, bah, c'est qu'on a des changements importants avec certaines espèces qui vont tendre à une augmentation, d'autres à la diminution. Et on a essayé de comprendre bah, quels étaient les facteurs qui pouvaient expliquer ça. Et du coup, on a conduit des analyses où on considérait à la fois des facteurs abiotiques et à la fois des facteurs biotiques. Et là, par exemple, pour cette espèce de cirripède, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on avait une influence de la température marine et une influence aussi des nutriments qui étaient négatifs. Donc, c'est-à-dire que plus ces paramètres vont augmenter, moins on va avoir d'abondance de cette espèce-là. Et également une influence d'une autre espèce de cirripède, ce qui pourrait s'expliquer par des phénomènes de facilitation ou alors par des niches écologiques qui sont similaires et qui font que cette espèce tend aussi à favoriser l'abondance de l'autre espèce. Mais les patrons sont différents en fonction des espèces de cirripèdes qu'on considère. Donc, par exemple, ici, on a une influence d'un facteur global sur son abondance. Également l'influence de nutriments.
et également potentiellement un phénomène de compétition avec une autre abondance de cirripèdes. On a conduit cette analyse aussi sur les idotés. Sur les idotés, on a montré une forte influence du pH, mais également une influence du fucus. Et bah, c'était un résultat qu'on attendait parce que les idotés, on sait que c'est une ressource qu'elles utilisent pour manger. Donc du coup, bah, plus il y a de fucus, plus il y a d'idotés, ce qui semble logique. Et on a aussi trouvé la relation inverse, c'est-à-dire que si on regarde le fucus, bah, on a aussi une influence des idotés sur le fucus. Et ça pourrait s'expliquer par le fait que les idotés ont récemment été montrés comme étant des pollinisateurs marins des fucales. Donc ça tendrait à vérifier cette hypothèse-là. Donc pour conclure, bah, les données IGA, elles sont uniques et elles sont super pour étudier des changements de biodiversité à long terme. Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on avait des changements drastiques dans les populations et les communautés côtières, que tous les compartiments et les groupes fonctionnels sont impactés, que bah, ça implique potentiellement un impact sur le fonctionnement des écosystèmes. Mais que voilà, les facteurs qui sont impliqués dans ces changements, ils sont variés et que les mécanismes sont relativement complexes car on a des influences différentes en fonction des compartiments qu'on considère et qu'on a une influence relative des facteurs biotiques et abiotiques qui est différente. Voilà, midi 6 ça va, je suis pas horrible. Merci beaucoup, Mathieu, c'était parfait. De rien. Hop, on va récupérer tout le monde. Merci pour cette présentation. Merci, Anthony. Merci, Mathieu. C'était pour moi assez clair, de qualité. Merci pour tout ça. Les slides étaient très, très bien. On va pouvoir passer à nos échanges de questions. On a reçu quelques questions de la part des participants. On va commencer peut-être par une question qui est plutôt généraliste, donc sur le projet, qui porte pour Anthony ou pour Mathieu, c'est comme vous voulez. En tant que chercheur, quelle est selon vous la plus-value d'un projet comme l'Autry, qui repose sur l'analyse des séries à long terme et la collaboration entre les différents laboratoires et acteurs privés? En quoi ces collaborations interdisciplinaires enrichissent-elles vos travaux et leur impact? Moi, j'ai un peu répondu dans ma présentation. Je sais pas, Mathieu, si toi, tu donnais ton regard. Mon regard, c'est que sans le partenariat avec EDF, sans enfin, tout ce cadre réglementaire qui est mis en place, etc., bah, on ne pourrait pas avoir accès à des données telles que celle-ci. Moi, ce que je trouve bien avec le partenariat avec EDF aussi, là, c'est que ben, c'est de sortir un peu du cadre de genre on se dit qu'il y a un impact enfin que potentiellement enfin l'idée de ce truc réglementaire c'était de se dire bon il faut vraiment qu'on se prémunisse du fait qu'il y a un impact de la centrale sur les écosystèmes, etc. Et que maintenant bah, ils ouvrent ces données en se disant bon bah peut-être il y a un impact ou j'en sais rien et en fait ça peut nous aider à mieux comprendre en tout cas comment la biodiversité peut répondre à des augmentations de température ou des choses comme ça, et je trouve que c'est des partenariats qui sont super importants pour étudier la réponse de la biodiversité à divers changements. On sait qu'on a plein d'impacts anthropiques sur les écosystèmes et du coup, bah, d'avoir ces données-là, bah, ça permet d'essayer d'étudier ces trucs-là, quoi. Ouais, et puis ça permet aussi que toute la population puisse avoir accès à ce genre d'études. Enfin, j'imagine que vous avez publié aussi sur le sujet, et donc ça permet aussi ça, de pouvoir communiquer et peut-être de vulgariser sur tous ces enjeux qui sont super importants. Ouais. Alors, on a un participant qui nous a posé une question. On a parlé des effets dans les écosystèmes fluviaux, estuariens et côtiers. Y aurait-il un intérêt à mener des études similaires sur des potentiels rejets thermiques dans l'atmosphère? Ouais, alors, je sais Euh, pas. ouais, des rejets thermiques dans l'atmosphère. Non, c'est dissipé quasiment immédiatement dans l'air, hein. Donc, des Ouais, je pense que rejets. Il y a des celle-ci. études sur des rejets, des résidus qu'il peut y avoir au niveau des tours, mais c'est pas de la thermie, c'est plus
éventuellement des résidus chimiques euh, très faibles, concentration. Mais non, pas d'effet sur l'air, en tout cas de la température au niveau des rejets. Le changement climatique est déjà bien assez important à étudier à ce niveau-là. Euh, Ouais. En fait, je sais pas si on pourrait vraiment avoir un truc là, parce que un truc comme ça, parce que le rejet thermique dans l'air, ça va tendre à se diffuser très vite dans l'air, et les organismes qui vivent dans l'air, ça va être des oiseaux, et les oiseaux, ils dispersent énormément, quoi. C'est pas comme dans les rivières ou dans le milieu marin, où on a des organismes sessiles qui vont rester au même endroit et qui vont vraiment être impactés par les rejets thermiques, alors que là, ici, je sais pas si on aura vraiment des organismes qui vont subir vraiment des rejets thermiques sur un point particulier, quoi. Mhm. Ouais, Mais ouais, après, il doit y d'accord. avoir des études sur. Enfin, il y a des études, par exemple, qui comparent. Bon, c'est des trucs qui sont un peu avec des effets confondants, mais il y a des études qui comparent, par exemple, des communautés entre des villes et de la campagne, où on sait que les villes, par exemple, elles vont tendre à être plus chaudes que des communautés à la campagne. Et du coup, il y a beaucoup d'écologie urbaine qui est en train de se développer, mais je ne sais pas s'ils font particulièrement le lien avec la thermie, quoi. D'accord. Ok. Ok. Et en tout cas, je veux dire, ces recherches-là, elles sont pas menées que dans le cadre des centrales qui sont côté Atlantique, mais également dans les centrales qui sont à l'intérieur des terres françaises. pour ce qui est des études d'évolution des écosystèmes, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, l'historique est beaucoup plus. Faut voir quand même qu'à certains endroits, sur certains fleuves, et à certains moments de l'année, il y a une proportion vraiment non négligeable du débit de la rivière qui transite par la centrale, qui est restitué intégralement, quasi intégralement en tout cas au cours d'eau. Et donc l'effet dilution n'a rien à voir avec celui qu'on a en mer. Mais par contre, du coup, c'est les études historiques qui sont vraiment intéressées à ces écosystèmes fluviaux, sur le Rhône notamment, mais pas que. Par contre, avec le dérèglement climatique, les canicules marines qu'on subit, etc., ces questions arrivent progressivement aussi sur le milieu marin, alors qu'on s'était depuis toujours vraiment considéré que les centrales ont été aussi positionnées à des endroits avec une bonne hydrodynamique et une bonne diffusion de ces calories qui sont rendues par la centrale, par les rejets, était vraiment une goutte d'eau dans un océan pour le coup. Et ça, c'est de plus en plus questionné, et c'est pour ça qu'on mène ce type d'études aussi pour y voir plus clair maintenant. Et c'est très très bien d'ailleurs. Une autre petite question justement sur l'historique, je rebondis sur ce que tu disais, Anthony. Donc, il y a un participant qui nous demande, est-ce que le suivi scientifique slash la surveillance des centrales a eu lieu donc dès les années 70, donc je crois que tu en avais parlé un petit peu au début, et donc l'acquisition des données qu'on a aujourd'hui aussi, et est-ce que le fait que de nos jours, on ait peut-être plus de moyens que dans les années 70 a eu un impact positif du coup sur l'acquisition de ces données? Alors, bon, il y a eu plusieurs étapes hein, de suivi, effectivement, qui sont depuis la construction. Alors, il y a eu l'état initial, l'étude d'impact de la construction des sites. Donc ça, c'est un certain qui était relativement d'ailleurs plus complet que ce qui était maintenu en surveillance en routine, à la fois un compromis entre financier et scientifique, hein. Mais bon, on arrive à faire vraiment beaucoup de choses à partir de ces suivis, donc c'est quand même relativement complet déjà. On a essayé de maintenir autant que possible, même si c'est pas l'objectif initial, hein. L'objectif initial est vraiment une comparaison à l'échelle annuelle et de rendre compte d'une éventuelle différence entre zone influencée et non influencée, donc d'un éventuel impact des activités de la centrale. Mais en tant que scientifique, à la fois à travers la thèse de Lucas ou d'autres études qu'on a pu mener, on les met bout à bout ces années et on essaie d'avoir des séries temporelles les plus longues possibles, mais et en ayant essayé de garder au maximum, sur un maximum de sites, une continuité à la fois dans les protocoles d'échantillonnage et aussi dans les compartiments consensuels. Alors, ils ne se sont pas spécialement enrichis au fil du temps malgré euh, des, euh, des évolutions effectivement technologiques, même si la normalisation à l'échelle française et européenne d'un certain nombre de protocoles ont amené des changements. Je pense par exemple au suivi invertébré en cours d'eau, où on est passé sur une méthode standard, beaucoup Hmm. plus standardisée et éprouvée. Mais oui, au début, ça fait avec les moyens du bord, mais c'était quand même déjà très complet. Et ça s'est normalisé avec l'importance qu'a pris l'Union européenne dans toutes ces réglementations. Ok. Donc on peut imaginer aussi que le suivi sera de plus en plus
aboutit avec les années à venir également, quoi. Mm. Ouais, alors, un truc à ajouter, c'est que ce qui est important, c'est que du coup, comme disait Anthony, c'est que les années puissent être comparées les unes par rapport aux autres, quoi. Et si on change le protocole en cours de route, quoi, bah, les données qu'on a vont plus pouvoir être comparées. Et du coup, on a des trucs comme ça quoi, dans les séries temporelles qu'on a, où on a des changements de protocole, où on va avoir des changements d'opérateurs ou des choses comme ça. Et du coup, on a besoin de standardiser les données pour prendre en compte ces effets-là et se dire que bah, les changements qu'on observe, c'est pas dû à des changements de protocole, c'est pas dû à des Oui, changements d'opérateurs, mais c'est vraiment dû à ce qu'on étudie, par exemple le changement climatique ou des choses comme ça, quoi. Donc même si il y a des évolutions technologiques qui ont lieu, bah, on va devoir garder quand même le protocole qu'on avait à la base, quoi, pour pouvoir comparer les années les unes par rapport aux autres, quoi. oui, oui, je comprends. Et que ce soit cohérent d'un bout à l'autre, on dira. Ouais. Pour Euh, finir de rebondir là-dessus, parce que je pense que c'est important ici, c'est aussi un des avantages de travailler avec un partenaire historique et Ifremer dans ses suivis, et Ouais. des personnes qui ont maintenu ce protocole en place pour avoir cette comparabilité, ce suivi dans les. Il faut savoir que est régulièrement renouvelé et soumis à nouveau appel à candidature. Ces suivis-là, c'est pas des engagements ad vitam aeternam, c'est des, mhm. des, des périodes. Et, euh, et donc à chaque fois se retrouve le risque de perdre cette continuité. Et donc il y a quand même un poids qui est mis par EDF dans cette sélection sur le côté continuité et sur la continuité d'un partenariat qui fonctionne avec Ifremer dans ses suivis. Ouais. J'ai une toute dernière question, peut-être si on a le temps, de la part d'un participant qui nous demande, d'un point de vue technique, la température des rejets des centrales dans l'océan a-t-elle un impact durant les canicules marines? Et quelle est la température de ces rejets? Alors un impact durant les canicules marines, c'est comme tout, hein, ça a des effets additifs. Donc si la température de l'océan est chaude, on rajoute des calories et ça s'échauffe d'autant plus. Euh, Alors, c'est pas trop le cas en milieu marin pour l'instant, mais en milieu fluvial, pendant les périodes de canicule, les puissances des centrales peuvent être ajustées, sont diminuées pour respecter la réglementation environnementale en termes de rejet thermique. Donc, il y a des adaptations de production, voire qui peuvent aller jusqu'à des arrêts de réacteurs dans les cas vraiment les plus importants en termes de canicule. Le maintien de la production est est seulement régi à ce moment-là par une demande au niveau réseau français et européen, donc à une nécessité de produire de l'électricité pour maintenir le réseau. C'est le seul cas où les centrales sont maintenues en puissance dans les cas où pourrait ne pas être respectée la réglementation au niveau des rejets. Pour le cas du milieu marin, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas atteint ces niveaux-là pour l'instant et j'espère qu'on les atteindra pas. Mais suivant les zones, ben, la température du rejet, elle peut aller de plusieurs degrés. Alors plus on s'éloigne du rejet, plus elle est dissipée, mais à certains endroits, notamment quand les rejets sont en bord directement sur la côte, il y en a qui sont déportés dans la mer à plusieurs kilomètres, quelques kilomètres. Ceux qui sont en bord, c'est là qu'on qui présentent le plus grand échauffement, notamment à Gravelines, où on peut aller sur plus 6 degrés localement, mais on va dire il y en a des zones d'empreinte à plus 1, plus 2 degrés qui apparaissent dans les rapports et qui sont consultables. Ok, d'accord, merci. Merci Anthony. Alors, pour conclure, j'ai une dernière question, mais du coup, on va pouvoir faire assez rapidement de manière à conclure ce webinaire. Très rapidement, quelles sont les prochaines étapes du projet et les perspectives de recherche? Très rapidement, en 1 minute pour conclure. Vas-y, t'as 30 secondes, Alors, Mathieu, je prends 30 secondes après. bah, pour nous, ça va être de continuer sur les axes de recherche. Il y a pas une présentation, enfin, il y a un colloque qui a lieu à Brest sur les habitats tempérés rocheux en juillet. Et du coup, Lucas présentera certains résultats de ces axes de recherche. Et puis, bah, Lucas, il rentre en dernière année de thèse. Donc, du coup, bah, ça va être de finir les différents axes et voilà. Ok. Et pour notre part, on va accompagner l'équipe de recherche, accompagner Lucas dans la fin de sa thèse. Et aussi, idéalement, dans la suite, comme l'a dit Mathieu, cette thèse est pour l'instant intéressée aux stations de référence hors influence de la centrale. Donc ça va intéresser nous aussi de connaître, de voir si les différents patrons d'évolution de biodiversité que constate Lucas dans les données de référence, ben,
Qu'est-ce qui se passe si on intègre aussi les stations sous l'influence de la centrale, voir s'il y a des différences dans ces évolutions, dans ces dynamiques et dans ces couplages entre milieux pélagiques et benthiques. Exact. Très bien. Merci Mathieu, merci Anthony. Merci beaucoup donc à nos deux intervenants pour cette présentation de qualité et à l'ensemble des participants pour leur intérêt à ces enjeux énergétiques et environnementaux majeurs. Pour toute information et questions, donc les coordonnées sont projetées actuellement à l'écran. Nous restons disponibles également, l'équipe Carnot, si vous avez des besoins ou toute information à demander. Le replay de ce webinaire sera donc disponible sur YouTube dès demain. Un mail sera transmis à l'ensemble des participants. N'oubliez pas que le webinaire Carnomer a lieu tous les 2 mois. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn et à vous abonner à la lettre interne pour ne manquer aucune information. Merci à tous et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Merci, au au revoir. revoir. Au revoir.